Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la conférence virtuelle Permis de travail sectoriel et les droits des travailleuses et travailleurs migrants, perspective internationale, qui vous est présentée par Amnesty International Canada francophone et l'Association pour les droits des travailleurs et travailleuses de maison et de ferme. So welcome to the virtual event, Sector-Specific Work Permits and Migrant Worker Rights, International Perspectives, which is hosted by the Francophone section of Amnesty International Canada and the Association for the Rights of Household and Farm Workers. Donc, Avant tout, bienvenue à la conférence virtuelle Permis de travail sectoriel et les droits des travailleuses et travailleurs migrants, perspective internationale, qui vous est présentée par Amnesty International Canada francophone et l'Association pour les droits des travailleurs et travailleuses de maison je vous invite et à de sélectionner ferme. votre langue de préférence dans le menu de Zoom sous l'onglet Interprétation qui est identifiable par le symbole du globe terrestre. So please note that this conference will be bilingual with some speakers speaking in French and a roundtable Notez que discussion. cette conférence va être bilingue avec certains présentateurs en anglais, d'autres en français. Please select Si par English hasard language vous in ne the Zoom menu under the comprenez Translation tab. pas la langue, vous pouvez choisir le bouton de la langue que vous préférez. Donc, je m'appelle Marisa Berry-Mendez. Je suis responsable des campagnes chez Amnesty International Canada francophone. Je me joins à vous à partir de nos bureaux à Tiohtià:ke, territoire autochtone non cédé, où la nation Kanien'kehá:ka est reconnue comme gardienne des terres et des eaux. Pour commencer, j'aimerais passer à travers notre ordre du jour. On va commencer avec, suite à l'ordre du jour, avec des détails techniques à prendre en compte pour le bon déroulement de l'activité. Ensuite, on aura une mise en contexte concernant l'actualité en lien avec notre thématique. Par la suite, je vous présenterai nos panélistes et notre animateur. Ensuite, on aura une table ronde, une discussion table ronde avec les panélistes qui sera suivie par une période de questions et réponses et le mot de la fin. Donc, sans plus tarder, passons aux détails techniques à garder en tête. Votre microphone est désactivé pour une meilleure audibilité des panélistes. Pour utiliser l'interprétation, cliquez sur l'icône globe en bas de l'écran et sélectionnez la langue de votre choix. So just again in English, if you haven't connected yet to interpretation, but you don't understand French, please to activate the interpretation, click on the globe icon and select Si the vous language. ne comprenez pas le français ou l'anglais, cliquez sur l'interprétation et choisissez la langue de votre choix. La conversation. Par contre, si vous voulez poser des questions aux panélistes, veuillez, s'il vous plaît, utiliser la boîte questions-réponses. Si vous tweetez en direct du webinaire, n'oubliez pas de nous identifier. Bon, donc passons à notre thématique d'aujourd'hui, qui est les permis sectoriels dans un contexte de travail migrant. Le Canada s'apprête à introduire des permis sectoriels pour certains volets du programme des travailleurs étrangers temporaires dans un contexte où les travailleuses et travailleurs migrants, les organismes de défense des droits et les syndicats demandent depuis très longtemps des permis de travail ouverts. En vue du fait que nous n'avons pas d'expérience avec des permis sectoriels ici au Canada, notre panel nous permettra de mieux comprendre le fonctionnement des permis sectoriels dans la pratique et leur impact sur les droits des travailleuses et travailleurs migrants en examinant des expériences à l'extérieur du Canada. Avant de procéder à la table ronde avec les panélistes, ma collègue Hannah Deegan, avocate et conseillère juridique au plaidoyer à l'Association pour les droits des travailleurs et travailleuses de maison et de ferme, va nous faire une mise en contexte concernant les changements proposés par le gouvernement fédéral. Sachez que l'association pour laquelle Hannah travaille mène actuellement un recours collectif contre les permis de travail fermés qui viennent d'être autorisés par la Cour supérieure du Québec. La parole est à toi, Hannah. Merci beaucoup, Marissa. Comme Marissa a mentionné, en mars 2024, le gouvernement canadien a annoncé un nouveau volet de programme des travailleurs étrangers temporaires pour les secteurs de l'agriculture et de la transformation du poisson. Avant de parler de la réforme annoncée, il est essentiel de souligner que l'agriculture a été un des premiers volets de la programme des travailleurs étrangers temporaires qui est débutant avec la mise en place de la programme des travailleurs agricoles saisonniers en 1966. Actuellement, le secteur de l'agriculture
et de la transformation alimentaire est l'une des plus grandes utilisateurs de PTET, employant l'un des grands plus nombres de travailleurs étrangers temporaires au pays. Malgré son importance pour l'économie canadienne, l'utilisation de ce programme pour recruter des travailleuses dans le secteur agricole a suscité des fortes critiques concernant les droits humains. En appuyant beaucoup sur un programme d'admission temporaire et lié à un employeur spécifique pour répondre aux besoins de main-d'œuvre, il est reconnu que les programmes créent une situation de précarité et que les personnes admises à travers ces programmes se retrouvent souvent dans des conditions de travail difficiles avec un accès limité aux droits sociaux et juridiques. Le secteur agricole a été une point focal lors de la visite du rapporteur spécial des Nations unies en 2023, qui a constaté que la structure du programme contribuait à des formes d'esclavage moderne. En revenant au sujet de la réforme, le nouveau volet annoncé par le gouvernement couvre une gamme d'emplois dans les deux secteurs visés, incluant à la fois des postes permanents et saisonniers. Selon les calculs faits par l'Emploi Développement Social Canada, plus de 100 000 positions actuellement pourvues par le PTET seront touchées par la réforme. L'un des principaux objectifs de la réforme, c'est d'harmoniser les exigences du programme pour les deux secteurs visés. Actuellement, chaque sous-volet de PTET pour l'agriculture fonctionne avec des règles et des opérations distinctes. Donc, la réforme vise à uniformiser ces règles pour les employeurs, tout en étendant aux employeurs de la secteur de la transformation de poissons plusieurs des avantages déjà accordés aux employeurs des secteurs agricoles primaires. Mais en plus, le nouveau volet introduira un permis de travail spécifique au volet, qui est également connu comme un permis de travail spécifique à un secteur. Selon les détails fournis jusqu'au présent, ces permis permettront aux travailleurs de changer l'employeur à condition que ceux-ci détiennent une étude d'impact sur les marchés de travail valide. Ces permis sont présentés comme un moyen d'offrir une plus grande mobilité de main-d'œuvre aux travailleuses et travailleurs au sein des secteurs ciblés par le nouveau volet. Pour le moment, aucun détail n'est fourni sur la manière dont le recrutement et la sélection seront gérés, y compris quel serait le rôle de l'employeur dans ce processus. Des consultations sur les réformes proposées sont actuellement en cours, le gouvernement canadien espérant de mettre en œuvre ces réformes au début de 2027. Merci. Merci, Hannah, pour ce bilan des changements proposés qui prépare le terrain pour la discussion d'aujourd'hui. Je me permets maintenant de vous présenter nos panélistes ainsi que notre animateur pour la discussion table ronde. Caroline Robinson, basée dans les Hautes-Terres en Écosse, a plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des abus de travail, de l'exploitation et de la traite des êtres humains. En 2022, elle a créé le Worker Support Center au Royaume-Uni, dont elle est aujourd'hui la directrice exécutive. Le Worker Support Center apporte un soutien direct aux travailleuses et travailleurs isolés et marginalisés, notamment dans l'agriculture saisonnière, et s'efforce de faire évoluer les politiques afin de promouvoir le travail décent et de prévenir l'exploitation. Les membres de son équipe ont une expérience vécue sur des questions sur lesquelles travaille le centre. Son projet pionnier Worker Power aide les travailleuses et travailleurs à définir les normes qu'elles et ils souhaitent voir mises en œuvre par les décideurs. De 2012 à 2019, Caroline a fondé et dirigé l'ONG Focus on Labour Exploitation, qui, sous sa direction, a réussi à recadrer l'approche britannique sur l'exploitation du travail. Avant cela, elle a dirigé l'engagement politique de l'Alliance mondiale contre la traite des femmes. En 2011, elle a cofondé le Anti-Trafficking Review Journal et fait toujours partie de son comité de rédaction. Elle est titulaire d'une maîtrise en études de développement avec distinction de l'Institute of Development Studies au Royaume-Uni. Merci, Caroline, d'être avec nous. Rachel Dempsey est avocate chez Towards Justice à Denver, Colorado, aux États-Unis. Sa pratique est axée sur toutes les formes de représentation des travailleuses et travailleurs et de défense de la justice économique.
Rachel représente de nombreuses infirmières aux États-Unis, titulaires de visas sectoriels et soumises à des contrats qui les pénalisent lorsqu'elles changent d'emploi. Elle représente aussi les travailleuses et travailleurs de divers secteurs soumis à des contrats coercitifs. Merci Rachel aussi d'être parmi nous. Nicholas McGeehan, basé dans le sud de la France, est l'un des co-directeurs fondateurs de Fair Square. Il est un enquêteur et un défenseur de premier plan sur l'enjeu des droits des travailleuses et travailleurs migrants et le sport. Nick a été chercheur principal à Human Rights Watch pendant 5 ans, où il a mené des recherches et des actions de plaidoyer sur un large éventail de questions relatives aux droits, notamment sur les abus dans les chaînes d'approvisionnement agricole et les décès liés à la chaleur dans le secteur de la construction. Il est titulaire d'un doctorat en droit international sur l'esclavage, le travail forcé et la traite des êtres humains et a écrit pour des publications telles que le New York Times, le Guardian et Vice. Il est membre du conseil consultatif de l'Institut Bahreïni pour les droits et le développement. Merci beaucoup, Nick, d'être avec nous aujourd'hui. Enfin, notre animateur Aditya Rao est basé à Ottawa. Il est membre du conseil d'administration et cofondateur du Centre pour la justice migrante Madhu Verma au Nouveau-Brunswick. Cette clinique juridique est financée par la Fondation du droit de Nouveau-Brunswick et offre un soutien en matière de droit de l'immigration aux personnes dont le statut d'immigration est précaire et aux travailleurs migrants qui fuient des lieux de travail abusifs. Il me fait très plaisir, Aditya, de te passer la parole. Merci, merci beaucoup. Un grand merci. Très content d'être ici aujourd'hui avec vous. C'est une conversation très importante aujourd'hui parce que, comme vous l'avez entendu, le gouvernement fédéral canadien semble s'orienter vers des permis de travail sectoriels. Euh, D'habitude, je suis basé à Ottawa, mais aujourd'hui, je me joins à vous de Toronto, du territoire non cédé du peuple Mississauga de Crédit, du peuple Anishinaabe, du peuple Chippewa, du peuple Haudenosaunee et du peuple Wendat. Je vous encourage à garder à l'esprit que nous parlons de loi sur l'immigration, sur ce qui est à la base une terre volée. I'm going to continue in English for the duration of the roundtable. You've heard the incredible expertise. Je vais continuer en anglais pour le reste de la présentation et pour l'expérience, il y a d'autres présentateurs. Et je vais commencer avec vous pour avoir une idée de l'état global où l'on est. C'est une conversation importante aujourd'hui. On a eu cette conversation plusieurs fois. On a parlé de l'exploitation au Moyen-Orient, à Israël, etc. On a vu ce phénomène dans l'industrie, dans plusieurs secteurs. On travaille avec des chercheurs maintenant pour répondre à des standards internationaux pour des différents projets. Je voudrais demander plus par rapport à ces projets. Mais je vais commencer avec cette question. L'organisation, ce qu'elle met ensemble, c'est aujourd'hui, ce que l'on présente, c'est un webinaire sur l'organisation des droits de l'homme. On commence avec cette question. Est-ce que vous pensez que ce type d'industrie, de permis pour l'industrie, respecte les droits de l'homme? Je vais aussi basculer en anglais. And thank you for the question. Are the human rights compliant? No, I think they are inherently Merci. Je pense que sont profondément problématiques et partout on voit plusieurs formes de types de visa que l'on voit inévitablement. On voit ces problèmes qui viennent de là. Ce qui est essentiel, c'est qu'il crée un problème de déséquilibre entre l'employeur national et l'employé qui n'est pas un citoyen, qui n'est pas... Donc, il y a des secteurs de l'économie, en particulier les travailleurs du Taïwan, par exemple. Donc, on pense ce qui se passe en Israël aussi, c'est l'agriculture, la construction, des secteurs comme... Et tous les aspects... Et on insiste pour essayer de protéger les travailleurs convenablement pour qu'il y ait un équilibre. C'est une pratique qui ne fonctionne jamais. On voit ici souvent des abus
il y a les conditions de logement, l'accès aux services et le travail dans des secteurs dangereux de l'économie. Donc, pour répondre à votre question, s'ils respectent les droits de l'homme, je pense qu'on essaie de voir que le résultat, c'est des violations des droits de l'homme multiples et selon le contexte domestique. Vous pourriez nous dire un peu plus de détails par rapport à l'enjeu des droits de l'homme, le contexte de ces industries spécifiques ou les permis de travail, où la notion de liberté a changé selon l'employeur de cette industrie. Vous pouvez étendre cela. Quelles sont les limites de cela et selon les ressources que vous êtes en train de faire? C'est quelque chose, un aspect clé. Ce que l'on a dans la relation, c'est impératif de voir cela directement. L'employeur doit quitter alors et aller chercher un autre employeur parfois. Et c'est spécifiquement, c'est un peu différent par rapport à un visa spécifique avec un employeur. Il faudrait donner plus de liberté. Et si c'est spécifique à un secteur, ah oui, parce que c'est spécifique à un secteur, pas à un employeur. Donc, c'est pour l'employeur a la capacité ou le droit légal, la personne, si elle peut avoir le droit légal de changer d'employeur, si elle n'a pas ça, c'est supposé être un lien spécifique au secteur, mais il y a beaucoup de travailleurs qui sont affectés par cela par l'employeur. Il y a aussi des agences de recrutement qui pourraient faciliter le transfert et qui serait pas. Il y a d'autres acteurs intéressés au profit dans cette équation, dans cette formule. Et si on voit par rapport au secteur spécifique, c'est souvent la réalité des visas liés comme ça. C'est très important comme point. Et les agences de recrutement, c'est quelque chose dont on va parler sous peu ici, Caroline également. C'est un phénomène que l'on voit à travers le monde. Il y a ce type de régime pour les travailleurs migrants. Au Canada aussi, on a eu cette conversation. Il a fallu faire des régulations pour des recruteurs avec des permis et des permis de recruteurs. Il y a plusieurs projets. Dans votre cas, je suis certain, c'est un rapport très détaillé. Et l'une des questions que vous discutez, c'est la relation entre le Mexique et le Canada. On va en parler un peu. Quelles seraient les recommandations? Quelles sont les trouvailles, les apprentissages à partir de cela? Quelles sont les remarques que vous faites, en particulier par rapport aux pays de destination comme le Canada, par rapport au travail? Oui, c'était un peu pour donner du contexte. On a cherché les compatibilités. On a trouvé 5 corridors de migration et comment essayer de trouver de meilleures garanties. Vous savez, c'est intéressant comme conversation, comme discussion à court terme par rapport au programme de visa à court terme. Et les personnes parlaient aussi de la responsabilité du recrutement d'envoyer dans des pays, l'habileté d'envoyer des personnes, des travailleurs dans les pays. Et il faut garantir les conditions quand ils arrivent. Donc, dans les pays de destination ont tout le pouvoir et pour créer toute la capacité pour créer de meilleures conditions pour un recrutement éthique, je veux dire. Donc, la deuxième chose dans ce rapport, c'était très fortement par rapport au visa, lié comme ça, au visa. Et quand vous avez des travailleurs qui sont recrutés dans des secteurs où ils sont avec un contrôle excessif, c'est très difficile, voire impossible, d'assurer un recrutement juste, équitable. On parle du recrutement juste, équitable. Parfois, on parle de travail forcé ou des pratiques d'esclavage. Je ne dirais pas on a trouvé cela au Canada. Le Canada a eu une situation qui n'est
pas aussi sévère qu'au Koweït ou en Qatar. Il y a des conditions sérieuses là. Il y a des travailleurs, il y a des programmes culturels, mais dans des secteurs spécifiques, et c'est un rapport très large au Canada, mais il y a eu des préoccupations, on va dire ce que l'on a trouvé. Merci, Nick. J'apprécie énormément. C'est un point important par rapport aux différences, à la portée de l'exportation, de l'exploitation que l'on voit dans le monde. Jusqu'au fond, on veut s'assurer de garantir que tous les droits de l'homme sont protégés et travailler sur cela dans le monde. Je vais je vais céder la parole à Caroline. Vous avez entendu Nick parler un peu de recherche par rapport au recrutement et juste éthique pour le recrutement. Au Royaume-Uni, vous avez un programme qui est similaire à ce programme que Nick venait de mentionner, le programme de l'agriculture au Canada. Au Royaume-Uni, ça existe aussi comme au Canada depuis un siècle, un demi-siècle. Et en 2019, récemment, on a lancé au Royaume-Uni ce type de visa qui permettait aux employés de changer d'employeur. Donc, euh, pour faire face à ces opérateurs et frauduleux, oui. Donc, je voulais parler de la difficulté du problème au Canada avec les travailleurs. Je sais que le Canada regarde toujours les pays partenaires pour les bonnes pratiques. Donc, dites-nous au Royaume-Uni ce que vous considérez comme de bonnes pratiques, et si ce système prévient l'abus par rapport aux employés. Bien sûr, oui. Mm. Comme Nick, je ne vais pas parler en français, même que je dois pratiquer mon français, mais c'est pour un autre jour. Désolée. So yeah, Alors oui, dans la présentation, on disait que je travaille au centre de soutien en Écosse, au Royaume-Uni, et on travaille pour soutenir les travailleurs, y compris des travailleurs saisonniers, ce que l'on mentionnait. Et ce visa était présenté, introduit en 2019, au moment où l'on avait un manque de travailleurs au secteur de l'agriculture. Donc, c'était important, des secteurs critiques, parce que le Royaume-Uni était parti de l'Union européenne. C'était un moment, il fallait agir dans le domaine, dans l'ère économique. On a eu d'autres programmes de visa pour les travailleurs saisonniers depuis 1946. Ça a été ensuite éliminé. Cet autre visa pour les travailleurs de l'agriculture. Il y a eu des changements très importants pour le nouveau visa. Et de 2019, c'était un changement où les fournisseurs de services de main-d'œuvre sont. Donc, ce visa est applicable à tout le secteur de l'agriculture, pour les travailleurs dans la volaille. 6 mois. Si la personne rentre dans ce programme, il peut être parrainé aussi par les fournisseurs de. On a 6 affaires au Royaume-Uni et il y a le guide du gouvernement pour des transferts possibles dans ce programme. Donc, d'un employeur, il y a l'intention de ne pas lier l'employé à un lieu d'emploi. Et les changements qui ont été faits entre ce programme et le nouveau visa, il y a des fournisseurs de travailleurs de main-d'œuvre saisonnière. Donc, c'est quand on a vu les ambitions du Royaume-Uni contre l'esclavage, donc il y a eu des
des difficultés avec ce programme avec les employeurs. Je vais faire juste un résumé de tout cela. Donc, la section 3, c'est le guide du gouvernement. Normalement, on refuse des demandes pour changer d'employeurs, mais s'ils le souhaitent, ils devraient être normalement autorisés à le faire. Donc, c'est un exemple où le visa pouvait expirer pendant la période des conditions d'entraînement. Donc, ces visas durent 6 mois et elles expirent. Donc, c'est une complexité de ce guide du gouvernement. Dans la pratique, il y a eu des demandes de transfert et ça m'amène à la raison pour laquelle je demande le visa. Donc, c'est, par exemple, il y a un manque de lieux de travail alternatifs. C'est une raison pour refuser le transfert. On peut décider selon ce que le guide suggère. Oh, il n'y a pas suffisamment de temps dans votre visa pour faire le transfert. D'autres raisons possibles qu'on a vues dans les centres, c'est qu'on ne permet pas le transfert, soit qu'il a été euh, mis à la porte par une ferme ou d'autres raisons. Euh, donc, il n'y a pas de droit de, quand ils sont mis à la porte, ils n'ont pas de syndicat. Donc, parfois, c'est un peu corrompu du côté de la ferme. Ils ne veulent pas les laisser partir où il y a des personnes euh, qui provoquent des problèmes. Donc, ce transfert par des opérateurs, la ferme est contactée d'abord par l'opérateur, le fournisseur de main-d'œuvre, et on lui demande si cela est possible. Donc, cette connexion entre l'employeur et le mouvement des travailleurs, c'est encore là. Alors oui, on retourne au sujet je voudrais mentionner que on a vu des problèmes en augmentation en relation avec pourquoi les travailleurs demandent un transfert de leur employeur et il y a des conséquences. Il y a des conséquences comme la mise à la porte des employés de leur lieu d'emploi ou cette année, les travailleurs ont parlé des pratiques où ils demandent le transfert et il y a des répercussions pour eux. Donc, ce transfert est problématique. Je voudrais vous demander, quelle est la nature de ces intermédiaires privés? Est-ce que tu peux parler un peu de qui ils sont, quels sont les mécanismes qui existent autour d'eux? Ces fournisseurs de main-d'œuvre, avant l'introduction de ce schéma, de ce programme, ils recrutaient des travailleurs de leur pays au Royaume-Uni. Les affaires, c'était petit, mais ça a grandi remarquablement à cause des conditions. L'acceptation serait en relation avec ces guides. C'est le gouvernement qui a conçu. Il y a certains termes de ce programme, la manière de ces conditions. C'est géré par les visas et l'immigration du Royaume-Uni qui donne des visas pour les fermes et, et c'est un peu par les opérateurs légaux. Il y a un problème sur comment ce schéma, ce programme fonctionne. Il y a des défauts. Il y a à travers les agences, les activités d'accord et pour s'assurer que les travailleurs soient dans des réunions de guides. Avant de passer à autre chose, je voudrais partager rapidement les chiffres
juste au cas où cela est intéressant aux personnes, demander aux travailleurs d'une ferme à l'autre. En 2022, c'était le dernier sondage. 4000 travailleurs ont répondu et plusieurs ont demandé d'être transférés, mais la moitié a été refusée. Donc, c'est exactement, on a eu seulement 200 travailleurs cette année qui nous ont contactés par rapport au transfert et la moitié de ces 200 demandes a dû être refusée. C'est quelque chose de similaire à ce que l'on trouve. Ce n'est pas une garantie du tout. Merci. Merci de nous présenter cette illusion de mobilité. On apprécie cela énormément, Caroline. Merci de nous raconter ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni avec ce programme. Je dois vous en prévenir, on a tous eu la chance de voir Nick et Caroline en français. J'ai l'impression que ça ne va pas se passer ici. Excusez-moi, mon français, il est un peu rouillé, donc on va vous poser des questions en ce cas par rapport aux choses que vous faites. Bien sûr, tous connaissent que vous êtes une avocate des droits de l'homme basée aux États-Unis, à Denver. Quand est-ce que vous avez entendu parler? Racontez-nous un peu quel est le paysage et un aperçu de ce qui se passe aux États-Unis en ce sens. Si vous pourriez nous dire un peu par rapport à vos batailles de crimes, par rapport au système de recrutement, il y a des milliers de dollars, des personnes qui essayent de quitter le programme avant que les années soient complétées. Et quelles sont les tactiques des employeurs auxquelles vous faites face? Quelles sont les tactiques qui comprennent des accords de non-embauche ou des ententes de non-sollicitation d'employés? Où les employeurs ne peuvent pas employer les employés de chacun d'entre eux. Donc, même dans ce secteur, où va la situation? Comment aller vers un autre employeur? Donc, c'est légalement au Canada, cet accord de non-embauche. Est-ce que ce système fonctionne ou il ne fonctionne pas aux États-Unis? Oui, bien sûr. Juste pour voir, je pense pas que je suis pas une avocate d'immigration. Je pense pas que les États-Unis ont des permis de secteur. On a deux permis de travailleurs temporaires pour des emplois spécifiques et un visa d'employé basé sur place qui permet l'accès à la citoyenneté ensuite. Donc, il y a des visas liés comme ça dans le contexte des employeurs temporaires, des visas de travailleurs temporaires et le visa d'emploi basé. Donc, je ne pense pas que cela règle cette question. Pour être clair, les visas d'emploi basé, c'est lié à un employeur spécifique. Ils ne peuvent pas quitter leur emploi pour travailler pour un autre employeur et ils ne peuvent pas non plus travailler en dehors de leur domaine d'expertise, de profession. Donc, il y a dans les employeurs, le même secteur nous impacte. On a vu grands domaines de préoccupation qu'il faut remarquer. Le premier, on est en train de le régler, les accords avec les employeurs dans des secteurs à un certain niveau pour les travailleurs. Ça avance, il y a une violation antitrust. Ça ne veut pas dire que ça ne se passe pas. Même si quelque chose est illégal, ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas souvent. Au moins, c'est la manière dont ces visas fonctionnent aux États-Unis. Je ne sais pas au Canada. Il y a un lieu pour les tarifs à payer. Il y a un accord spécifique, explicite entre les employeurs de ne pas aller au-dessus de ces sommes. Donc, il y a
c'est pas le plus bas, c'est le plus haut, pour éviter que les travailleurs aient la possibilité de sortir, négocier à travers avec les employeurs pour des paiements plus importants. Donc, ça implique des femmes au père aux États-Unis, des aides à domicile, les employeurs des compagnies qui voudraient obtenir plus de revenus, ils vont payer la même somme. Donc, c'est le plus bas autorisé par le département d'État. On a aussi des, il y a aussi il faut régler dans le cas de l'utilisation d'une association. Toutes les personnes qui embauchent passent par une seule association. On a vu que l'association, tous les locataires vont à l'association, ça embauche pour des employés et l'association, il y a des allégations de marché, des employés marqués et détermine les paiements des employés. Et il y a un manque de concurrence entre les employeurs pour l'emploi des employés. Et en troisième catégorie des problèmes de difficulté, c'est le contrat externe dans un domaine stratégique. C'était par rapport au contexte des infirmières formées à l'étranger. Donc, c'est une question, ces infirmières euh, ont un visa d'emploi de base qui donne accès à une résidence permanente. Mais aux États-Unis, on ne peut pas changer de travail. Comment régler cela? La plupart des infirmières dans les compagnies qui sont à différentes compagnies, elles ont une clause dans leur contrat qui leur demande aux infirmières de repayer le coût associé à l'immigration, ce qui inclut les coûts de demande de visa. J'ai vu des choses comme le coût du capital et ils demandent des paiements. Je pense que personne ne peut dire ce que c'est le coût associé à l'orientation. C'est c'est alors par rapport aux boissons d'énergie, aux orientations. Donc, ils essayent de demander des frais à partir de toutes ces questions aux infirmières. Il y a 60 000 $ s'ils partent avant 3 années. Donc, s'ils partaient, ces employeurs essaieraient d'avoir une grande somme de leur part. Donc aussi, dans ces cas, même si l'on sait que ce visa n'est pas spécifique à un employeur, les employeurs feront pas que ce soit clair pour eux. Donc, il faudrait contacter une autorité d'immigration aux États-Unis. Donc, c'est ne peut pas faire n'importe quoi. Les travailleurs ne connaissent pas cela. Ça fait peur. Les employeurs disent aux employés qu'ils seront déportés et ils disent pas aux employés que c'est pas vrai. Et alors, par rapport à leur demande de citoyenneté, c'est pas dans le secteur spécifique des permis de travail, mais on va mentionner cela dans ce contexte parce que on le voit dans ce contexte.
Merci, c'est un problème, en particulier le pouvoir de ces recruteurs sur les employés. C'est quelque chose, l'existence de ces recruteurs, c'est quelque chose qui existe en commun par rapport à ce que l'on a au Canada. La plupart des visas sont liés à un seul employeur, donc dans le programme. Ces recruteurs existent, mais comment on fait les règlements de ça? Comment on vérifie leur pouvoir? On n'a pas trop de temps pour cette question, mais dans quelques minutes, est-ce que vous pourriez parler un peu plus du pouvoir que vous voyez que ces recruteurs ont par rapport au travail qu'ils font dans le domaine des transnationales, des trusts? Je pense que les recruteurs ont beaucoup de pouvoir et il y a beaucoup de personnel. On a travaillé avec des compagnies qui travaillent avec des intermédiaires, les infirmières, les hôpitaux. Les produits qu'ils vendent, c'est une infirmière bon marché pour un hôpital américain. Il y a des parties des recruteurs. Donc, c'est des gestionnaires de main-d'œuvre étrangère. Donc, on fait la relation avec les hôpitaux. C'est une situation où les employés sont dans une situation très vulnérable. Ces gestionnaires ont beaucoup de pouvoir. Ils possèdent l'information importante, pertinente. C'est des personnes, on a des personnes qui ne sont pas habituées au système légal des États-Unis. Ils disent aux employés des choses qui ne sont pas vraies et les employés leur font confiance euh, pendant tout leur parcours, souvent à travers des années. Ils dépendent complètement de ces gestionnaires-là pour obtenir ces visas. Donc, ils leur font confiance, ils dépendent d'eux. Ils veulent être aux États-Unis. Donc, ils veulent continuer à travailler. Ça fait partie de leur modèle d'affaires. Donc, c'est une situation lamentable où ils sont. Merci beaucoup de présenter cela, Rachel. On a des personnes formidables qui sont présentes aujourd'hui pendant ce webinaire. C'est vraiment bien. On a des questions aussi. Avant de passer aux questions, je voudrais poser une question à vous tous et vous donner l'opportunité aussi d'ajouter des remarques avant de quitter le micro, avant de quitter le floor. Et il y a une question en particulier, Eugénie, qui est une chercheuse, une académicienne. Le permis de travail ouvert pour des travailleurs vulnérables, c'est un régime, le régime que l'on a au Canada, ça soutient ces situations, ces vulnérabilités sur le lieu de travail. Donc, c'est un bandage sur un pansement sur une blessure de balle. Donc, on fait ce type de retournement dans les programmes. On essaie de régler ici et là. Mais l'une des critiques sur lesquelles les personnes travaillent sur le terrain, dans la moitié du programme, pourquoi c'est la seule manière pour les travailleurs de venir au Canada. Le système d'immigration est si exclusif au Canada. Ça reste un programme qui est fondamentalement visé, tourné sur l'exploitation. Est-ce que c'est une approche durable? Je vais relancer cette question. Si je pouvais vous demander de réfléchir un peu là-dessus, Caroline, je sais que vous avez déjà quelque chose que vous voulez mentionner. Donc, je voulais demander aussi ensuite à Rachel, à Nick. Je pensais seulement parce que c'était quelque chose en train de m'aider à réfléchir. On a eu ce changement ici. On a changé notre permis d'employeur en permis sectoriel. Et je pense que c'est important de faire cette comparaison avec le système canadien. Ce n'est pas une pratique en augmentation, mais pendant que le temps passe, quelles sont
les noms, il faut retourner aux fermes annuellement et voir ces fermes et s'il y a des travailleurs qui provoquent pas de problème, ils vont retourner. Alors, donc, ajouter ce niveau additionnel, ça signifie pas seulement que les travailleurs sont visés pour leur emploi actuel, mais pour leur emploi futur. Ils travaillent maintenant, mais dans l'avenir, et j'ai eu une table ronde des travailleurs qui disent qu'on veut travailler année après année et on ne peut pas risquer cela si on provoque des questions, des difficultés qui nous mettront à l'extérieur, en dehors des fournisseurs de main-d'œuvre. Donc, j'ai demandé aux employeurs, évidemment, que les employés, ils rajoutaient ce nouveau niveau au système. Il y a eu de nouveaux acteurs, si vous voulez, dans tout cela, et les employés sont maintenant liés à cela. Donc, ça permet de résumer un peu ce que je pense. Regarde en arrière, 10 années, j'espère, on n'aurait pas fait ça, mais merci Rachel. Je voudrais juste rajouter, c'est la suite de ce que je disais tantôt, continuer ces retournements du système, ça laisse tellement de pouvoir entre les mains des employeurs. L'une des difficultés, l'un des problèmes, c'est les lois. Et l'autre problème, c'est ce que les personnes connaissent de la loi. Ce que les personnes connaissent de la loi, les travailleurs, il faut que les travailleurs comprennent les lois, leurs droits. Ils sont dans un pays étranger et ils ne parlent pas nécessairement la langue. Donc, c'est des règlements, des aspects légaux avec lesquels ils ont grandi. Donc, c'est quelque chose à voir avec les employeurs ici. Et il faut faire de petits changements calmement, doucement, relativement, pour que les employeurs comprennent leur rôle et le respectent pour faire progresser la situation. Merci, Rachel. C'est un très bon point, Nick. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, je pense que c'est malhonnête comme politique. C'est mauvais parce que cela ne sert pas les intérêts des employés. C'est toujours dans l'intérêt des travailleurs canadiens. C'est dans une société un peu... C'est des personnes linguistiquement différentes. Les personnes dans le pays peuvent le voir. C'est une discrimination raciale aussi. Des bénéfices dans le marché. Bon, ça aide, ça bénéficie les politiciens qui vendent les bénéfices de la migration, de l'immigration aux populations nationales. Donc, ça fait partie de cet entraînement, de ces ateliers. Dans tout le monde occidental, vous avez des personnes qui ont la main là-dedans. Ça se passe à cause du système de visa. On avance à travers ce système, on les voit, ils se projettent eux-mêmes, on est plus progressiste. Je disais, c'est un peu fainéant, c'est en fin de compte malhonnête. Merci. Il y a beaucoup d'informations utiles, des réflexions utiles, détaillées. Je vois qu'il y a beaucoup de questions brûlantes qui attendent à être posées. Pendant ce temps, on va passer directement sur vos pensées, vos questions sur le chat. Et il y a une question de Jean Santarosi. La question c'est, I'm going to ask it in French. It's a question in French. If I understand well, the sector... Que les travailleurs sont toujours exploités et le middleman n'est pas là pour représenter les travailleurs, mais plutôt les employeurs. Est-ce que j'ai raison, en fait? Am I right in this understanding? Am I right about it? I suppose it also provides an opportunity to reflect a little bit more on that particular question. I see there's also a question Est-ce about... que j'ai raison?
C'est aussi une question de traduction. À travers cette conversation, est-ce qu'il y a une interprétation, une option d'interprétation en bas de l'écran? Assurez-vous d'avoir le droit de la langue qui est transmise. Essentiellement, la traduction pour cette question, c'est Sectoral permits won't actually change anything because particularly because the middleman that's there as a to recruiter, represent the workers, but the middleman in the context of the UK example, for example, they're not there to represent the workers as such, but they're really there to advance the interests of the employers. Is that an accurate understanding? est-ce So que maybe c'est une compréhension claire? Caroline, on pourrait commencer et ensuite continuer avec Rachel. Oui, on a eu un problème avec cela. J'ai mentionné que les travailleurs ont demandé un transfert d'un système de secteur et avec les employeurs. C'est la première chose, c'est par rapport à l'employeur. Dans cette dimension, les employés, on a trouvé des conséquences, des répercussions pour eux également. La raison, on pense les employeurs vont prioriser le début de ce processus. On a eu des discussions avec CIMOC. Ils doivent savoir quand le travailleur doit partir. Et pour les travailleurs, l'employeur est priorisé. On pense, l'une des raisons, c'est que c'est les clients, ils payent les mots pour les travailleurs. Et les travailleurs entrent dans ce schéma pendant quand la partie de recrutement est terminée, ils partent à la ferme. Il n'y a pas vraiment une raison pour laquelle ils doivent prioriser leurs besoins dans le sens contractuel. Donc, je vous dis pourquoi les travailleurs essayent de nous contacter ou de contacter pour demander un transfert et ils vont nulle part. Donc, ils disent, je ne sais pas comment accéder à ce transfert, mais il faudrait le faire plus simple. Et la raison, c'est dans le fonctionnement de ce système, s'assurer que l'employeur comble ses besoins. Oui, merci Caroline. C'est un conflit d'intérêts. Nick, Rachel, est-ce que vous avez quelques réflexions là-dessus? Nick? Maybe it doesn't add much to Caroline's, but again, you've got national Vous avez employers, typically des employeurs nationaux powerful and often très puissants, souvent connectés politiquement, qui ont une influence politique, même versus des personnes qui n'ont aucune influence politique. Le résultat, c'est que l'industrie, c'est des conséquences inévitables de cela. Merci, Nick. Rachel, est-ce que vous avez quelques réflexions avant de passer à la question suivante? Je voudrais rajouter que les relations d'emploi, c'est souvent contre le travailleur depuis le début. C'est des personnes, que ce soit étrangers, locaux ou quoi que ce soit. Il y a tant de choses qui font que l'équilibre de pouvoir s'éloigne des employés. Et l'une des choses, c'est les intermédiaires, les personnes qui coordonnent. Et ce n'est pas le travailleur qui coordonne. Il y a des barrières de langue, de compréhension du système légal. Donc, je pense que ce sont toutes des questions qu'il faut considérer dans les relations, mais en particulier dans ce contexte. Merci. J'apprécie cela. Juste rester là pendant un instant. Il y a une question de la part de Jenny Palatier et c'est sur la question sur les intermédiaires, les opérateurs frauduleux. Et on a mentionné les opérateurs frauduleux qui appellent les employeurs pour demander des transferts.
est-ce que vous pouvez parler un peu des recommandations que les employeurs peuvent faire à ces intermédiaires, à ces opérateurs frauduleux? Quelles sont les recommandations, les relations qu'ils auraient pour recommander des listes noires pour ne pas employer un employé en particulier? Quelles sont les choses de la part des opérateurs frauduleux? On sait de la part des travailleurs seulement qui nous disent, qui nous en parlent. On a vu des lettres des travailleurs de ferme. On voudrait retourner l'année prochaine. Et des instances des travailleurs qui voudraient retourner à la même ferme parce que il y a tant de travailleurs, ils veulent retourner à la même ferme l'année prochaine. Et c'est l'idéal maintenant. Maintenant que l'on comprend les opérateurs dans ce schéma, on, euh, d'autre part, il y a aussi des gens qui ne veulent pas retourner à la même ferme. C'est en relation, comme j'ai mentionné avant, quand on dit qu'ils ne sont pas productifs, la productivité, c'est en relation à combien tu récoltes, à quelle vitesse. C'est en relation à la productivité. L'employé peut être mis à la porte à cause d'une basse productivité, mais aussi et ils ne peuvent pas présenter un cas justifié pour retourner. Donc, la mise à la porte à cause de la productivité, c'est une manière très simple de se débarrasser d'un employé. Et c'est un lieu qui n'a pas de syndicat sur le lieu de travail. Et pour l'approbation des travailleurs, il y a beaucoup de droits. Il y a des questions de discrimination, mais c'est quelque chose qui n'a pas d'impact sur votre avenir pour rentrer. Donc, c'est aussi mauvaise conduite de la part des employeurs. S'ils disent qu'il y a une mauvaise conduite, c'est peu probable qu'ils puissent retourner. On voit cela, il y a des investigations, comment les travailleurs ont été représentés, qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation, parce que ça a un impact important sur le travailleur, ce type de mise à la porte. On a vu plusieurs cas d'employés qui ont été mis à la porte parce qu'ils ont mentionné des problèmes, des difficultés dans la ferme. Donc, ça fait partie de ces difficultés. Oui, Caroline? Merci. Nick? J'avais pas l'intention de répondre à cela, mais comme on a dit, c'est une question. En Ontario, on va mettre sur place des réglementations additionnelles par rapport à la productivité, le paiement. Mais comment on va protéger les travailleurs du stress? Si ça continue, les travailleurs sont les plus vulnérables par rapport au stress. C'est pas directement en relation avec la question, mais c'est un aspect intéressant que je voulais mentionner de ces programmes et du climat que l'on a maintenant. Merci, Nick. Ça nous rappelle aussi que c'est des luttes anciennes, c'est des problèmes dans des silos, par exemple. Dans chacune de ces luttes est très liées, elles sont très liées les unes aux autres, que ce soit que l'on parle du changement climatique, on parle de la justice migrante aussi, et à cette planification. L'une des questions aussi, c'est un problème important par rapport à l'immigration temporaire permanente. Donc, le programme des travailleurs temporaires qui peut être par nature
il y a des personnes qui ont des objectifs de déménager au Canada, d'emménager au Canada de manière permanente, mais qui considèrent que ce programme temporaire est un cheminement vers la résidence permanente. Mais le gouvernement a fait une remarque et, et a fait des règlements qui font presque impossible que les personnes puissent devenir des résidents permanents avec des réformes des années plus tard. C'est, euh, à l'époque, elles ont été renversées, mais on a des personnes promoteurs il y a des recruteurs à travers le monde qui disent si vous venez au Canada avec le programme de travailleurs temporaires, il y a une possibilité de rester au Canada comme résident permanent. Donc, des personnes qui font la promotion, ils peuvent avoir la résidence permanente à leur arrivée. C'est une solution de plusieurs de ces questions sur lesquelles on a dû parler génération après génération. On a dû donner de l'accès aux droits aux personnes, que ce soit garanti en premier lieu. Donc, peut-être si, j'espère que la question, excusez-moi d'avoir fait trop de paragraphes et de parler de la question comme ça, est-ce que vous pourriez parler un peu du type de lutte entre la résidence temporaire, entre la résidence temporaire et la résidence permanente par rapport à l'espoir que les personnes ont de suivre ce cheminement pour la résidence permanente et quel est l'impact de la temporalité d'être résident temporaire par rapport à l'accès aux services sociaux, aux services sociaux, à la santé, au niveau public, par rapport aux personnes qui sont ici dans l'appel au Nouveau-Brunswick, au bureau où l'on est, et l'accès à la santé publique, l'accès aux soins de santé préventifs des personnes qui sont en train de vivre au Nouveau-Brunswick pendant une année, des travailleurs temporaires. Par nature, ils sont là pendant une saison, 6 mois à chaque fois. Et souvent, ils sont forcés à prendre des assurances privées de leur employeur et ça ne donne pas accès à... Et parfois, ils doivent payer de leur poche. Donc, ce concept de travailleur temporaire par rapport au visa permanent, vous pouvez parler un peu à propos de ça. Peut-être, Rachel, vous pouvez commencer à en parler. Les collègues peuvent continuer. J'habite aux États-Unis, donc on a tous un refus à l'accès public, à la santé publique. On a d'autres difficultés que l'on a mentionnées, mais les États-Unis, c'est un bon endroit pour regarder. On a les deux, les visas de résident temporaire et permanent. Les visas temporaires, je disais, de ce problème de déséquilibre employé-employeur, mais quand vous avez votre droit de rester dans le pays avec votre employeur, vous êtes dans une situation très vulnérable. Ça veut dire que vous n'êtes pas confortable à faire des remarques à votre employeur. Vous êtes dans des situations de travail dangereuses. Tout le monde sait qu'ils ont ce type de pouvoir de déséquilibre et ils prennent avantage de cela. Et les travailleurs, ça fait mal aux employés, aux immigrants, même aux travailleurs américains, pour tous. Donc, cela crée ce type de groupe de personnes qui sont bien là pour l'exploitation. Je pense que nous avons des visas, des clients qui sont avec ces visas inhibitoires. C'est important de voir les employeurs réagir à cela. Par exemple, quand les personnes viennent aux États-Unis qui ont déjà la green card, c'est la résidence permanente après un certain nombre d'années, on peut leur offrir la citoyenneté. Si c'est vrai, ils sont... Et je pense que les employeurs, ils essayent de considérer le déséquilibre de pouvoir qu'ils ont depuis les autres systèmes avec les travailleurs temporaires. Ils font des mensonges. Ils disent aux employés
leur statut d'immigration est en danger s'ils abandonnent leur emploi. Il y a ces contrats type escalier qui ont un déséquilibre de pouvoir avec les travailleurs étrangers sur les visas temporaires. Je pense que même si nos clients qui sont ici, qui ont des green cards, ils sont payés moins de la moitié de ce que leurs contreparties sont payées, parfois même moins de la moitié. Et le fait que l'employé se sente capable de faire ceci, ça fait partie du système. Ça fait mal à tous. Ça fait mal aux Américains, euh, aux patients de la santé, qui sont traités par des employés qui sont exploités de différentes manières, de plusieurs manières différentes. C'est compliqué parce que ça semble et ils n'ont pas un statut. Si on avait un statut de travailleur permanent, ça pourrait aider à résoudre. Il y a une compréhension, une assumption. On est un immigrant, votre employeur a tant de pouvoir sur vous. Et quelles sont les conséquences? Aucune de ces réponses n'est simple. Merci beaucoup, Rachel. Je vois des mains. Hannah, elle voudrait intervenir. Il y a plusieurs moments où l'on parle des politiques, où l'on veut aider les travailleurs temporaires. On n'imagine pas comment on ferait si on devait vivre sous cette politique. Les employeurs sont très habitués à avoir la possibilité et maintenant, ils essayent d'étendre cela à d'autres classes de travailleurs. Je paye beaucoup d'argent pour faire venir un travailleur étranger, mais ils dépensent beaucoup d'argent quand ils embauchent un Canadien aussi ou ils entraînent un Canadien. Il faut être conscient et ils vont essayer de le faire à nous. C'est ce qui se passe. Ils apprennent des programmes de travailleurs temporaires et ils sont en train d'étendre ces pratiques aux personnes qui sont déjà résidents permanents et on peut s'attendre à ce que cela puisse arriver aux citoyens aussi. Je mentionne cela, on doit se rappeler, c'est pas seulement à propos des travailleurs migrants, c'est par rapport au système de travail et dans lequel les travailleurs vont se retrouver. Je sais que vous avez aussi une question par rapport à cette idée. Essentiellement, on parle de cartels, d'organisation de cartels d'employeurs. Et je voudrais te demander de mettre sur la voie ta propre question. Je pense que il faut augmenter la mobilité dans le travail par rapport aux travailleurs qualifiés. Aussi, on voit les employeurs qui collaborent et coordonnent pour discipliner un peu ce travail. Ça devrait être un seul employeur, mais parfois les employés doivent faire face à un secteur entier d'employeurs. Donc, ils travaillent en équipe activement. OK. Rachel, je pense que c'est ça. Je voudrais rajouter que ce type de collusion d'employeurs est illégal aux États-Unis. Ça ne les empêche pas d'avoir lieu. C'est le système pour les permis, pour les travailleurs étrangers. Ça permet cela, qu'il y ait cette collusion, que cette collusion ait lieu. Donc, il y a des manières pour régler organiser cela d'une manière. C'est un système de collusion toxique et c'est pour les visas temporaires et d'autres domaines des travailleurs. Merci, Rachel. Caroline?
je ne sais pas, quand on voit la collusion des employeurs, quand on voit ces politiques, on a eu une grande influence sur la nature de ces pratiques, de ce schéma. Oui, c'était problématique quand les travailleurs sont collectés par des compromis collectifs et ils vont à cet opérateur avec ce schéma. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les fermes n'engagent pas ces opérateurs en particulier. Donc, il y a des relations entre les différentes fermes à travers les fermes qui collaborent avec cet opérateur. Vous avez ces fermes-là sur lesquelles vous devez choisir. Donc, il y a des liens avec cet opérateur qu'on ne peut pas changer. Les travailleurs ne peuvent pas faire cela. Le gouvernement n'est pas là. Donc, il y a ça. C'est les travailleurs. Il y a ces fonds avec ces plateformes. Et ce qu'on leur dit quand ils demandent un transfert, s'ils ont un transfert, ils doivent accepter le transfert avant qu'on leur dise à quelle ferme. Donc, aucun employeur va te dire de ceux qui travaillent là, c'est une très bonne ferme. Donc, ça diminue cette capacité de connecter par rapport au lieu de travail. Il y a des exemples sur le travail, comment on peut enlever ces conditions. On ne voit pas le système. Ça augmente les standards du travail. Donc, dans le système de santé, il y a un système public. En Écosse, tous les travailleurs ont accès à tout le système de santé, des soins de santé. Les travailleurs ont essayé d'accéder au système de santé. On leur a dit qu'il y avait peu de temps. Donc, ce temps qui est court fait qu'avec le visa, le système de santé, ils sont très isolés de ces services par rapport à ces services. Je pense que ça a un impact très important pour la compréhension aussi, les logements au Canada. Les travailleurs, on leur donne le logement dans les fermes, mais s'ils ne l'aiment pas, ils ont l'option d'en trouver aussi. Mais à cause de la période courte de leur contrat, ça va être très difficile que les travailleurs trouvent un logement temporaire parce que à cause de cette nature temporaire. Donc, c'est un problème qui se répète. Ça revient annuellement. Ils reviennent avec des visas de 6 mois depuis des années et on voit cela très souvent dans le fait que beaucoup de droits des employeurs, de l'emploi, dépendent des années de service. Donc, potentiellement, dans la même ferme, c'est jusqu'à 6 mois chaque année. Et ils n'ont jamais ces droits-là. Ce sont des points, ce sont des schémas très similaires, des situations similaires à ce que l'on voit au Canada par rapport au logement. Le gouvernement est dans le processus de voir ce qui s'est fait par rapport au logement, par rapport aux travailleurs étrangers au Canada, le rôle des employeurs. De quelque manière, les droits de l'homme, ça existe, c'est bien établi. C'est au fédéral maintenant, c'est un peu absent dans les conversations. Par rapport aux travailleurs migrants au Canada, merci pour cela. Est-ce que vous avez quelques réflexions à rajouter? Peut-être par rapport au permis temporaire. Je pense, j'ai lu les questions que vous avez paraphrasées.
parle aussi de l'immigration permanente, serait la réponse à cela. Quand on voit l'immigration permanente, ça confirme les défis politiques de l'immigration. Cela peut être difficile et ça fait difficile point de vue de la société, le secteur de l'employeur, on travaille dans cela, des situations temporaires. On essaie de surmonter ces défis, créer un responsable de l'accueil ici. C'est aussi à considérer la composition sociale des lieux comme le Canada, ces travailleurs et les situations dans lesquelles se trouvent ces travailleurs, des situations où ils laissent leur famille loin. Donc, leurs enfants, comment les enfants doivent gérer leur vie sans leurs parents, des maris, des femmes. Ça les affecte dans un contexte où l'on travaille souvent dans le golfe, des personnes qui retournent dans leur famille. Ensuite, je pense que la réponse, c'est l'immigration permanente est difficile. Elle porte ses défis, mais c'est à long terme la meilleure solution. Merci, Nick. Je pense que Rachel, quand vous parliez plus tôt, vous parlez aussi de cette réalité des travailleurs migrants qui sont dans des situations d'exploitation et comment ils reçoivent les soins. Il y a un académicien, Grant, qui parlait au Nouveau-Brunswick, qui a mentionné cette phrase sur les conditions des travailleurs par rapport aux soins. C'est tellement important de garder cela en tête quand on pense aux conditions où se trouvent ces employés. Ça veut dire que les personnes qui reçoivent sont en train de vivre ces conséquences de l'exploitation également. On a encore du temps pour peut-être 2 questions. Il y a tant de questions géniales et réflexions géniales sur le chat. Je vous encourage à mettre les questions pour avoir des réponses et à mettre vos commentaires. Il y a eu quelques questions. Il y a une question globalement par rapport à la réglementation internationale du marché de l'emploi dans le contexte du recrutement, dans les contextes dont on parle, comment au Mexique, au Guatemala, dans d'autres pays, on voit l'établissement de ces affaires qui font beaucoup d'argent avec les travailleurs migrants qui envoient de l'argent dans leur pays d'origine et la dette les suit au Canada. Comment vous pourriez nous dire quel type de réglementation internationale peut se faire ou est en train de se faire depuis votre perspective pour ce marché international, pour rééquilibrer l'échelle, si vous voulez. Et en relation avec cela, si vous avez quelques réflexions sur les actions qui ont été prises dans votre juridiction, comment cela fonctionne, comment c'était le mieux, quelque chose sur quoi réfléchir. Ma question finale pour vous, c'était, je voulais vous donner également, il y a des personnes dans cet appel, des décideurs, des personnes qui font les politiques. Et depuis votre expérience, quel serait votre conseil, votre recommandation à ces personnes qui font ce travail ici au Canada? Quel serait votre conseil? Quels seraient vos conseils? Dites-nous et on va faire le tour et passer à la deuxième question. Donc, peut-être, je vais vous mettre
sur scène. Nick, je vous cède la parole. Oui, par rapport à la recherche qu'on a fait sur les projets, il y a eu beaucoup de guides sur le recrutement. Les personnes disaient le travailleur ne devrait pas payer. C'est la personne qui vous recrute. Il n'y a pas d'accord international en cours ou ce qu'on a trouvé, ça dépend des pays d'accueil de s'assurer de faire une réglementation efficace. C'est pas au travailleur de payer, l'employeur doit payer, c'est une dynamique. Si l'employeur est en train d'employer pour le frais de recrutement, le recrutement va pas le payer. C'est pas un bon modèle d'affaires. Donc, qui va payer en fin de compte? L'employé. C'est très simple comme dynamique. Donc, la responsabilité par rapport à cela tombe sur les pays d'accueil. Dans le contexte de votre deuxième question, c'est directement là où arrive tout. Il y a dans des programmes où c'est des idées, si vous allez les avoir, qu'est-ce que ces décideurs, ces faiseurs de politique peuvent faire? Là, ça ne devient pas un problème énorme. Si on fait la réglementation, la régulation efficace et que les employeurs payent ces frais, qu'il n'y ait pas un programme qui limite les employés. Merci beaucoup de vos remarques, Rachel et Caroline. Oui, je pense généralement, je suis d'accord avec tout ce que Nick dit. C'est important de comprendre, d'avoir un cadre de travail, l'idée que ces recruteurs travaillent pour les employeurs et pas pour les employés. Et une chose que l'on a fait, dans laquelle on a travaillé pour le recrutement aux États-Unis, c'est développer des lois qui fassent clair que les dépenses des affaires, créer des dépenses, c'est les employeurs qui doivent payer, c'est pas aux employés de payer. Donc, ça force des contacts de recrutement. Je pense que c'est s'assurer que les employeurs, bon, les employés sont exploités en général, mais comme je décrivais, quand les employeurs ont ça, et pas ça, ils avaient ça sur votre tête. C'est un grand outil pour l'exploitation, même si ils n'ont pas, même si vous avez des visas pour l'emploi, des visas basés. OK, merci Rachel. Oui. Ah, je paniquais à cause de la question. D'abord, internationalement, c'était ça la question. On mentionnait les travailleurs, même dans des cas où les travailleurs nous parlent des vulnérabilités auxquelles ils doivent faire face et demandent un transfert. Même dans ces cas-là, quand les transferts sont refusés, ils essayent de trouver des critères pour voir quels sont les critères où ces des vulnérabilités sont des exploitations, de l'exploitation. C'est donc ça, par rapport au guide, ça ne devrait pas être permis. Mais les employés sont potentiellement exploités ou abusés. Ils ne peuvent pas être transférés à une autre ferme à cause des dates de leur visa. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les employés sont tellement endettés. C'est le système des employés est ouvert à l'exploitation. C'est un système qui exploite. L'exploitation est la cause, pour cela on considère en relation à l'esclavage, en relation avec ce type de visas qui sont liés, limités. Donc, il faut chercher une alternative. On dirait les conseillers d'immigration au Royaume-Uni, la nature de la culture, la structure de la culture, et avoir
travailleurs qui ne peuvent pas quitter la ferme pour travailler dans la récolte. C'est un peu le schéma. Et la réponse à cela, c'est que l'industrie préfère des employeurs qui ne puissent pas partir quand il n'y a pas beaucoup à payer. Donc, comment cela fonctionne maintenant pour les employés quand ils sont tellement limités, tellement fixés dans des endroits qui sont des environnements abusifs? Dans la plupart des situations, il faut créer un système de visa qui réponde aux besoins de l'industrie, mais qui n'attrape pas les employés dans leur lieu d'emploi, dans leur lieu de travail. Il faut fournir cela au secteur, que ce soit un système beaucoup plus ouvert. Et la dernière chose, je sais, parce qu'on a un test de contrôle avec des travailleurs de l'Ukraine, c'est 70% des employés dans ce schéma de visa. Et ces travailleurs ont pu changer pour un visa plus ouvert qui était fourni pour tous les Ukrainiens à ce moment-là. On a vu un traitement dramatique dans ce traitement dans les fermes, les rôles qu'ils jouaient aux fermes ou d'autres rôles dans d'autres secteurs qui les traitaient mieux. Donc, juste l'impact sur le travail, quand on enlève ces restrictions, c'est très important pour être efficace. Merci beaucoup, Caroline. Nous n'avons plus de temps. On va faire ces réflexions. On a vraiment très apprécié ces réflexions. Merci beaucoup. Merci infiniment à nos panélistes, Caroline Robinson, Rachel Dempsey et Nicholas McGeehan, ainsi qu'à notre animateur éditorial pour leur participation et pour le partage de leurs perspectives et expertise qui nous aident ici au Canada à nous orienter en vue des changements au PTET qui sont proposés par le gouvernement. Vous avez vraiment mis en lumière des questions de droits humains qui émergent dans le contexte de systèmes de migration de la main-d'œuvre migrante à travers le monde. On voit à quel point les enjeux, les systèmes, les tendances, les violations et l'exploitation sont pareils dans nos pays, malgré les petites différences entre nos systèmes. Et vos perspectives sont instructives pour les gens qui luttent pour la justice migratoire et pour les droits des travailleuses et travailleurs migrants ici. J'ai beaucoup apprécié les perspectives concernant non seulement les enjeux d'exploitation au travail en lien avec les permis de travail fermés et sectoriels, mais également la discussion, malgré que brève, d'inégalités et de discrimination structurelle dans ces systèmes qui séparent les familles à la base et qui excluent la plupart des travailleurs dans les secteurs dont on discute de l'immigration permanente, les limitant à une migration temporaire et précaire de façon systémique. Donc, merci également aux participants et participantes pour votre intérêt, votre implication et vos excellentes questions. Juste avant de clôturer l'événement, j'aimerais vous demander de passer à l'action. Amnesty International publiera en novembre un rapport de recherche au sujet des travailleuses et travailleurs migrants dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires, ainsi qu'une campagne pour la défense de leurs droits. Nos efforts visent à contribuer au travail important réalisé par nombre de travailleuses et travailleurs migrants, des syndicats et des organismes de défense des droits depuis de nombreuses années. Et dans ce sens, nous avons déjà lancé une pétition pour l'abolition des permis de travail fermés qui sont liés à un seul employeur et l'octroi de permis ouverts et non pas sectoriels. Vous allez recevoir le lien dans un courriel plus tard cet après-midi et je vous invite chaleureusement à signer et à rester à l'affût pour le rapport et la campagne qui s'en viennent. Donc, sur ça, et juste avant le temps, je vous remercie une dernière fois de votre participation et je remercie également l'Association des droits des travailleurs et travailleuses de maison et de ferme pour la co-organisation de cette conférence. Et je vous souhaite tous et toutes une très bonne journée.